Du coup, je vais vous présenter juste très brièvement Maëlle, puisqu'il y en a quelques-unes, en tout cas, qui ne le connaissent pas encore. J'ai pris des anti-sèches, mais en fait, c'est juste pour ton intitulé de poste. Tu es directeur des bibliothèques et des partenariats à la Cité de la BD à Angoulême. Voilà, donc c'est un poste assez prestigieux, mais un peu un nom à rallonge. Mais Maëlle ne fait pas du tout que ça, puisqu'il est en train actuellement d'écrire une thèse sur la bande dessinée québécoise. Il est éditeur de fanzines. Il écrit aussi des livres. Là, il y a un livre sur Pete Gadget et le communisme qui va sortir prochainement. Le 8 juin. Le 8 juin. Enfin voilà, beaucoup d'activités parallèles et notamment autour de la bande dessinée. Donc je vais vous laisser entre les mains de quelqu'un de tout à fait qualifié et professionnel. Voilà, soyez rassurés. Et sur ce, je m'efface et je vais laisser la parole à Maëlle. Merci. Alors, j'ai utilisé le micro pour l'enregistrement, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire pour vous. Voilà, je fais attention à maîtriser la chose. C'est comme ça que c'est bien pour l'enregistrement ouais. Non, parce que comme je garde ça debout là, pendant toute la conférence, du coup, alors ça ne servira pas à grand-chose directement, mais pour vous dire quand même qu'on n'est pas nombreux, donc si vous avez une question pendant une interrogation, voilà, une intervention, que sais-je, vous pouvez, voilà, vous pouvez intervenir. Je pense que ça ne sera pas au micro, alors c'est compliqué, voilà, il faut peut-être attendre la fin pour les questions, mais s'il y a vraiment un truc de pas clair, il ne faut pas hésiter à le dire. Oui, vous intervenez en cours de route si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et parce que c'était voilà, intitulé, on a un peu discuté avec Lisa, qui ne vous a pas tout raconté, puisqu'en fait Lisa était élève à l'unité où je donnais cours, on s'est vu comme ça, elle est passionnée de fanzine tous les deux, et de BD alternative. Et donc on s'est dit que ça serait très intéressant, comme on a parlé, de parler de bande dessinée, mais pas juste histoire de la bande dessinée, un axe de la bande dessinée. En même temps, on ne voulait pas que ce soit trop pointu non plus, que ce soit trop pour des spécialistes de la micro-chose. Donc on a arrêté ce terme qui justement est un terme extrêmement à la fois très précis et très vague. Voilà, donc c'est une conférence qui a pour but de balayer un peu ce qu'est et ce qu'a été aussi la BD alternative depuis quasiment les débuts de la bande dessinée, centrée principalement sur l'axe occidental, parce que c'est vrai que États-Unis et France ont beaucoup communiqué dès les années 60. Ça arrivait plus tardivement avec le Japon, même s'il y a évidemment une bande dessinée alternative au Japon, en Argentine, enfin dans tous les pays du monde. Et alors, avant de commencer à expliquer tout ça, vous verrez, j'ai choisi en image de couverture Julie Doucet, je vous en reparlerai. Pour l'information, Julie Doucet, c'est une dessinatrice canadienne de bande dessinée québécoise. Vous avez compris que j'aime la bande dessinée québécoise, que je fais mon doctorat dessus, ce qu'a dit Lisa, mais Julie Doucet, au-delà de mon intérêt personnel, a reçu le Grand Prix de la ville d'Angoulême il y a 2 semaines. Enfin, le dernier grand festival, donc c'est le prix le plus prestigieux en Europe et un des prix les plus prestigieux au monde de bande dessinée, pour récompenser une carrière. Et donc c'était la première québécoise, et quand je dis québécoise, même canadienne, en fait, c'est tout genre confondu, parce qu'il n'y avait jamais eu de Canadien ou de Québécois à avoir le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Donc voilà, c'est pas juste par goût personnel que je mets Julie Doucet, c'est une incarnation très importante de la bande dessinée alternative, et donc ça tombait bien en termes de timing, voilà. Mais je vous en reparlerai dans la conférence de Julie Doucet, ne vous inquiétez pas. Il y aura son nom, il y aura des légendes, et il y aura beaucoup d'images, des images avec des légendes, donc très courtes. Dans le PowerPoint, il n'y a pas beaucoup de texte écrit. Vous verrez que des fois, c'est très chaotique sur le PowerPoint, il y a beaucoup d'images côte à côte, c'est pas très design, mais vous aurez les informations. Non mais celle-là, ça va, mais il y en aura d'autres. Et déjà, qu'est-ce que c'est la BD alternative? Pourquoi alternative? Alors, il faut savoir que c'est pas un terme qui a toujours été présent. J'ai mis des exemples, justement, de comment on a pu appeler la bande dessinée alternative. En 2002 sortait ce livre, La Nouvelle Bande Dessinée, qui voulait justement nommer une bande dessinée un peu innovante, un peu différente des normes. Ensuite, on a beaucoup parlé de BD indépendante. Vous voyez beaucoup ça, j'ai mis un exemple de Télérama, parce que Télérama était assez porteur de ça. L'indépendance par rapport aux grosses maisons d'édition, choses comme ça. Mais aujourd'hui, on parle plus de BD alternative, et c'est pas complètement anecdotique. En fait, il y a différentes raisons. Une nouvelle bande dessinée, c'était pour se positionner aussi sur une question de légitimation par rapport à la nouvelle vague, par exemple, ou au nouveau roman, et pour le coup, ça avait moins de rapport de fond, mais c'était, voilà, il y avait un contexte qui se posait comme ça. Indépendant, c'était montrer qu'on n'était pas dans les grands marchés, etc. Sauf qu'en fait, il s'est apparu quelques années plus tard qu'indépendants, les plus gros éditeurs de bande dessinée, Delcourt ou Glénat, étaient possédés par leurs créateurs qu'ils avaient fondés 40 ans avant, étaient parfaitement indépendants, quand des éditeurs, parfois possédés par des groupes au-dessus, ou pas indépendants, proposaient des choses plus innovantes. Donc alternatif est venu comme un terme qui a le mérite de
toujours pouvoir évoluer avec le temps, puisqu'on est alternatif à la norme, en fait, et donc à ce qui est dominant à ce moment-là. Et donc dans ma conférence, vous verrez, je vous spoil un peu la fin, c'est qu'en fait, des alternatives, il y en a toujours eu, et qui souvent sont devenues les normes ensuite, hein, et d'autres alternatives, du coup, naissent. Hein, puisque c'est un classique de tout art, hein, ceux qui font un peu des choses un peu innovantes ou révolutionnaires finissent par être ingérés par le système, plus ou moins. Alors certains restent toujours en marche quand même, hein. Il y en a quelques-uns qui ne sont jamais ingérés par le système, mais justement, par exemple, le Grand Prix de la ville d'Angoulême à Julie Doucet, il y a 2 semaines, est vraiment un cas de bande dessinée alternative qui est né dans les fanzines des années 80, vendu sous le manteau qu'elle auto-éditait, fanzine féministe, fanzine de bande dessinée autobiographique, enfin très particulier, qui du coup reçoivent tout de même presque 40 ans plus tard cet honneur. C'est pas non plus du jour au lendemain. Et juste pour boucler cette boucle du vocabulaire et puis aussi du côté, sans dire qu'on ne réinvente rien, parce qu'il y a vraiment des innovations, mais que beaucoup de choses viennent de quelque part. La nouvelle bande dessinée, celui de 2002, en fait, si on vient en 75, avec la création de l'Écho des Savanes, un des slogans avait été la nouvelle BD, c'est dans l'écho qu'elle est. Donc vous voyez, la nouvelle bande dessinée, déjà en 75, c'était déjà la nouvelle bande dessinée. Donc c'est pas des termes... voilà. On va revenir sur l'écho des savanes. Mais voilà, j'ai vraiment envie que vous ayez ça en tête. Quand je vais vous parler, plusieurs fois, j'ai fait des allers-retours temporels pour montrer que, en fait, tout c'est... rien ne vient de nulle part, vraiment. Mais surtout, alors, avant de parler de la BD alternative, parlons de la BD tout court. Parce qu'en fait, à l'origine, quand la bande dessinée naît, il n'y a pas vraiment de normes. Et donc, la bande dessinée, à ses origines, est assez inventive, en fait. Elle teste des choses qui, aujourd'hui, paraissent parfois un peu... pas ésotériques, mais très originales, très... on dirait pas de la bande dessinée. Bon, là, je vous présente la première bande dessinée, en 1831, de Rodolphe Töpfer. Puis, pour le coup, ça ressemble assez à ce qui va exister plus tard, si ce n'est qu'il n'y a pas les bulles. Mais Töpfer, lui, il crée la littérature en estampes. Il appelle ça littérature en estampes, lui, à l'époque. Il écrit à Sainte-Beuve, un grand critique de l'époque. Il lui écrit pour lui dire « J'ai inventé un nouveau genre, ça s'appelle la littérature en estampes ». Il y a vraiment une volonté de cette fusion-là, donc c'est assez amusant. Il devait correspondre avec Goethe aussi, enfin voilà, il y avait vraiment un échange littéraire avec Töpfer et le milieu littéraire de l'époque. Et il n'y a pas du tout une vision de la bande dessinée comme autre chose que la littérature classique, c'est assez amusant. Mais donc voilà, au début, on n'est vraiment pas dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme la bande dessinée. Et ça va exister comme ça pendant pas mal d'années, puisqu'en fait, les albums de bande dessinée tels qu'on les connaît, ça se crée. Il y en a un petit peu entre deux guerres, de Mickey, de Ziggy Puce, voilà, mais la très grande majorité des bandes dessinées ne paraissent pas en album, et c'est dans la presse. Töpfer, lui, il paraît dans l'illustration, par exemple, des revues comme ça. Il y a quelques albums qui paraissent, mais c'est vraiment très marginal. Et donc dans la presse, notamment américaine, il y a beaucoup de BD très innovantes. Je vous ferai quelques exemples. Voilà, en 1906, alors Lionel Feminger, j'aime bien le montrer parce que c'est aussi un peintre très connu, en fait, qui a fait une carrière dans la peinture, mais qui était aussi auteur de bande dessinée. Et donc on voit là, il n'y avait toujours pas des bulles, mais là, je trouve le jeu sur le décor qui est un personnage, voilà, qui paraît dans la presse, dans une revue très grand public, est assez intéressant. Et pour vous dire aussi, de retenir autre chose, ceci, 1903, Gustave Verbeek, qui est quelqu'un des Pays-Bas, qui a émigré aux États-Unis, lui, il fait une bande dessinée en upside down, ce qu'il appelait comme ça, c'est-à-dire que la bande dessinée, en fait, vous la lisez dans un sens, vous retournez la case et vous lisez dans l'autre sens, et le dessin change. Vous voyez, là, on voit sur le personnage là, à votre gauche, une petite fille avec une robe, mais sur la retourne, c'est un monsieur moustachu. Voilà. Et en fait, il fait toutes ces pages entièrement comme ça. C'est-à-dire que vous lisez l'histoire dans un sens, puis vous la retournez pour lire la suite. Et donc ça, c'est complètement... vous verrez que dans les années 90-2000, on va s'amuser à créer des jeux conceptuels sur la bande dessinée qui finalement étaient déjà tentés dans la presse plutôt grand public en 1903. Voilà, c'est toujours pour rappeler ça, c'est tout ça intéressant. Donc quand on parle d'alternative, aujourd'hui on parle par rapport à des normes qui ont été forgées un peu avant-guerre pour les comics et après-guerre pour la bande dessinée franco-belge et les mangas. Donc je vous montre 3 exemples classiques. Donc, je rappelle juste ce que j'appelle bande dessinée franco-belge. Parfois c'est québécois, parfois c'est suisse. Mais c'est un format en fait qui correspond à l'album d'Astérix, de Tintin, de Spirou, de l'album cartonné, qui souvent fait 48 pages. Pourquoi 48 pages? Parce que c'est quand on prend une feuille d'impression et qu'on la plie en 8, en 8 c'est ça, eh bien ça fait un nombre de feuilles, je crois que c'est 8 fois 8, 48, bon, il y a des maths à faire quelque part, voilà, mais en fait on divise par 8,
et ça utilise moins de feuilles, on ne gâche pas de papier. Donc ça crée un format. Les bandes dessinées franco-belges, elles ont fait 64 pages, elles ont fait 56 pages, elles ont fait 48 pages, mais à chaque fois c'est un multiple de 8. Et c'est pour, voilà, on plie un livret en 8, un livret de papier, quoi, et comme ça on ne gâche pas de papier. Donc c'est un format qui est quand même né avec une vocation de ne pas perdre d'argent, voilà, qui a une implication économique et industrielle. Et donc, à l'origine, dans les bandes dessinées, dans les Spirou, dans les magazines, tout ça, il n'y avait pas de limitation des histoires en nombre de pages. Il pouvait faire 30 pages, il pouvait en faire 52, il pouvait en faire 65 ou 24. Et quand on a commencé à faire des albums, il ne fallait pas gâcher le papier, on a mis un format type qui est 64 pages, et qui 62 pages, non, 64 pages, et qui est devenu 48 pages. Souvent, c'est 44 pages de BD, parce qu'il y a des pages à côté, une page titre, une page, voilà, autre album, etc. Mais c'est très important parce que c'est ça qui a fait que les formats d'albums sont devenus, et donc ça a vraiment influencé la construction des récits. Et beaucoup d'auteurs alternatifs, on le verra, justement, se sont positionnés pour se libérer de ces formats contraints. Aux États-Unis, c'est différent. Les comics naissent dans l'entre-deux-guerres. Hein, les comics, alors comics, ça désigne toutes les bandes dessinées américaines, techniquement. En France, beaucoup les BD de super-héros. Mais il y avait des comics de guerre, des comics d'aventure, des comics de romance. Voilà. Et c'est des formats plus petits, c'est une vingtaine de pages, c'est 20-30 pages, des petites histoires en petits chapitres qu'on réunit ensuite, parfois en album en France, mais qui aux États-Unis paraissent plutôt en petits chapitres, comme ça, une vingtaine de pages. Et au Japon, les mangas, eux, ils ont pareil des chapitres courts dans des grosses revues, mais ça fait des chapitres d'une trentaine de pages avec un rythme de parution extrêmement rapide. C'est 30 pages toutes les semaines quasiment. Donc c'est pour tout l'influence des studios, etc. Donc il y a des normes de création en fait, qui sont arrivées, qui sont. Là, c'est quelque chose que je trouve très important à avoir en tête, c'est que tout ça, c'est toujours lié à des histoires éditoriales et à des choix de publication, de format, de choses. C'est des choix qui sont des choix de rationalisation économique, et pas forcément des choix artistiques ou des créations. Ils ne sont pas forcément moins légitimes l'un que l'autre d'ailleurs, hein. C'est vraiment, selon les pays, ça se fait comme ça, en fonction d'un type de marché, sans doute de machines, des fois même de machines d'imprimerie, hein. C'est des choses très basiques, très concrètes. Et donc, dans tous ces pays, face à ces normes, vous avez des gens qui décident de faire autre chose que les normes classiques. Je vais assez peu vous parler du Japon, parce que ça complexifierait beaucoup le propos, et que, comme je disais, jusqu'aux années 90, ça ne circule pas trop avec la France et les États-Unis, donc il n'y a pas trop d'influence mutuelle. Mais évidemment, au Japon, quand Tezuka, qui écrit en 52 Astro Boy, que je vous ai mis ici, Astro Boy, c'est un petit robot super-héros. Tezuka il a un peu redynamisé le manga, la BD japonaise, il a imposé des nouveaux codes avec un rythme narratif inspiré du dessin animé, une image qui est très détaillée, en fait très découpée. En fait, le mouvement est beaucoup plus découpé que dans le BDC franco-belge, on va jouer sur l'ellipse. Quelqu'un va lever le bras, puis après il aura pu le bras lever, l'autre aura pris une baffe, on aura compris. On va avoir tendance à avoir 2 pages de la baffe qui se décompose, par exemple, chez Tezuka. Voilà, j'exagère un peu hein, le trait, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, ça fait une narration très rapide et en même temps très décomposée. Voilà, c'est ce genre de choses que Tezuka a inspiré. Il a inspiré évidemment un récit très, très axé sur le mouvement, avec des jeux aussi sur l'agrandissement des expressions, qui sont devenus un peu caricaturaux dans le manga, hein, des grands yeux, voilà, qui ne résument évidemment pas le manga, mais c'est des codes qui ont été amenés par Tezuka. Et en fait, dès les années... alors là, les dates sont les dates des publications françaises, donc évidemment... Mais dès les années 60, en fait, 70, des auteurs japonais créent des BD tout à fait différentes. Alors, le sens de lecture est les japonais, hein, de gauche à droite. Hein. Là, je vous ai mis un exemple de Tatsumi et de Tsuge. Voilà, c'est 2 grands auteurs japonais qui vont faire des BD extrêmement réalistes, justement très ancrés dans le quotidien d'après-guerre, la reconstruction du Japon, la misère sociale. Donc l'homme sans talent, c'est un homme qui décide qu'il ne veut plus travailler, qu'il veut aller vendre des cailloux au bord d'une rivière, des cailloux de la rivière. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas un gros succès. Donc, complètement à l'opposé de l'aventure, des exploits, ou de... Voilà, on n'est vraiment pas dans les grands mouvements, les choses comme ça. Non, on est plutôt dans des choses très, très réalistes, parfois très noires, avec un public pas du tout enfantin. Et ça, c'est une autre des grandes ruptures hein, dans le monde entier des BD alternatives, c'est de quitter le public enfantin, qui n'était pas un public spécifique de la bande dessinée à l'origine. Hein. C'est une chose intéressante qui s'est construit comme public de la bande dessinée, plutôt dans l'entre-deux-guerres et même début 20e, et qui à l'origine n'était pas spécialement destiné aux enfants. Donc le Japon, voilà, je n'insiste pas outre mesure dessus, parce que déjà je maîtrise moins, mais surtout c'est vrai que l'influence est venue plus tardivement. On peut tout de même dire que vous reverrez Tatsumi, le premier, là, plusieurs fois, parce que Tatsumi, c'est un de ces rares auteurs japonais, justement, qui va être publié dans différents pays occidentaux dès la fin des années 70. Il va être publié en France, il va être publié en Espagne, il va être publié aux États-Unis, donc voilà.
avec toujours un succès d'estime, mais jamais un grand succès commercial. Mais voilà, c'est Montezumi, maintenant on peut le trouver en bibliothèque, on peut le trouver, il y en a un ici, là, j'ai demandé à Elisa, l'enfer, qui se passe après Hiroshima, et les verts. Voilà. Après, je ne sais pas si on va faire passer tout de suite, mais c'est vrai que c'est... Vous pouvez tous les emprunter. L'idée de cette conférence, c'est aussi que ça vous donne envie de prendre des livres et que vous puissiez partir avec. Donc, ouais, alors, je vous incite vraiment à découvrir Montezumi, mais ça, on ne va pas s'y pencher trop aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce que c'est donc ces BD alternatives? Comment elles se composent dans les endroits où il y a des grands échanges? Eh bien, déjà de manière assez régulière, que ce soit au Japon, aux États-Unis ou en Europe, c'est les auteurs qui décident de prendre une place. Alors une place de bande dessinée d'auteur, comme on dirait, hein, comme il y a eu le cinéma d'auteur, des choses comme ça, bien sûr, mais aussi une place dans la production même. Hein. Beaucoup d'auteurs vont créer des journaux, vont créer des revues, vont créer des espaces de publication, souvent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'espace ailleurs pour leurs propositions, et en se radicalisant, si on peut dire, au fur et à mesure, de manière assez intéressante. Et la circulation est là dès le début, puisque René Goscinny, qui est l'auteur d'Astérix, je pense que celui d'Astérix, vous ne pensez pas BD alternative, c'est logique. Bon, pour le coup, Goscinny n'est pas exactement un auteur alternatif, mais il est quelqu'un qui a travaillé aux USA, dans la revue Mad, d'Ava Kurtzman, créée en 1952. Et en fait, Mad, c'est une revue un peu satirique, un peu plus adulte dans certains de ses propos, qui va beaucoup inspirer Goscinny, qui travaille dans les mêmes locaux que eux. Quand il va revenir en France, qui va créer Pilote avec Charlier, avec Uderzo. En fait, c'est une revue de bande dessinée qui, à l'origine, là aussi, n'est pas créée pour l'idée d'avoir vraiment une BD d'auteur, mais les auteurs décident de la créer pour avoir de meilleures conditions de travail. Par rapport ils travaillaient pour des agences, en fait, qui revendaient des BD dans différents magazines, et ils n'étaient pas d'accord sur leur contrat, ils se sont ils ont été fâchés sur le contrat, et donc ils ont créé Pilote derrière. Donc on voit qu'il y a la place des auteurs était plutôt sur la revalorisation de leur métier, et Goscinny, même si c'est pas un auteur alternatif en tant que tel, va énormément se battre pour la reconnaissance des scénaristes, ce genre de choses. Enfin voilà, il y a une part importante, et dans Pilote, ils vont laisser place à des bandes dessinées plus originales. Il y a Astérix, bien sûr, il y a Tanguy la Verdure, des histoires assez classiques, mais c'est dans Pilote que va commencer la rubrique à braque de Gottlieb, que Claire Bretéché, qui va faire Les Frustrés plus tard, donc la première femme dans le Grand Prix de l'Angoulême, qui fait Agrippine, Claire Bretéché, qui est ici, va publier ses premières BD sur le scénario de Goscinny dans Pilote. Et en fait, assez vite, ces auteurs, il y a plusieurs fois eu des conflits dans l'histoire de Pilote, en fait, entre ces auteurs qui voulaient une BD plus adulte, et Pilote qui disait, oui, vraiment, stop quand même, on a une BD tout public. Alors, Pilote se voulait plus âgé que Spirou, que Pif, que Tintin, mais il se voulait adolescent ou jeune adulte. Et en fait, Gottlieb, Bretéché, Mandrika, différents auteurs veulent faire une bande dessinée libre de toute contrainte, qu'elle soit morale ou qu'elle soit même dans la proposition plastique. Et en fait, ça crée un moment un conflit tout bête. Hein. Il y a plusieurs conflits dans Pilote, mais là, ça avait créé un conflit tout bête qui était avec ce récit-là, celui de gauche pour vous, le concombre masqué. C'est un personnage de Mandrika qui est paru dans plein de revues, mais notamment dans Pilote. Et en fait, il a fait une histoire de 12 pages qui s'appelle Le Jardin Zen. Et Goscinny a refusé parce que c'est 12 pages dans lesquelles le concombre, donc c'est un concombre avec un masque, hein, le concombre plante des cailloux et après il les regarde pousser. Voilà. Littéralement, il construit un jardin zen, il les regarde pousser. Et pendant 12 pages, il fait ses travaux, et à la fin, il dit qu'est-ce que tu fais? Je regarde pousser les cailloux. Alors, Goscinny lui a dit c'est pas possible. 12 pages de ça dans Pilote, je vais te les payer, jamais personne ne va les prendre. Enfin, je vais recevoir des lettres de courrier, des courriers lecteurs, personne ne va acheter le magazine, on va couler. Quoi. Et c'est pour ça qu'il décide de lancer avec Gottlieb et Bretéché, donc Bretéché, Agrippine, et Gottlieb, Ragnagna, Ralovli, Galuron, voilà, il décide de lancer la revue L'Écho des Savanes en 1972. C'est une scission en quelque sorte de Pilote, que eux n'y vivaient pas comme ça, parce qu'ils voyaient comme une proposition différente, mais en fait Goscinny va prendre ça comme une provocation et on ne va plus vouloir travailler avec eux. C'est un truc qui va être vu comme une blessure. Et dans Pilote, pour le coup, il y a, donc dans L'Écho des Savanes, pardon, pour le coup, il y a des BD un peu oniriques comme celle de Mandrika, complètement décalées, inspirées par le taoïsme, voilà, bon, des petits délires mystiques de Mandrika. Mais Gottlieb, lui, ça va être la libération sexuelle, ça va être les bandes dessinées Ralovli, ça va être voilà, des bandes dessinées pour adultes, au sens, on va réserver aux adultes, là, mais c'était dans les thèmes, parfois ça pouvait être juste parce que c'était incompréhensible, parfois parce que c'était vraiment
hors de tous les ordres moraux de la vente aux mineurs, en fait. Parce qu'il y avait quand même une interdiction de vente aux mineurs. Si vous étiez... il y avait encore la commission de censure qui existait assez fortement, et donc voilà, cette interdiction-là. Et en fait, ça va être le cas de tout un tas d'autres revues qui vont se créer dans les années qui suivent. Bataille Hurlante, vous avez la même, d'ailleurs, réservée aux adultes. Et Fuite glaciale en 1975 aussi, qui est créée par Gottlieb et d'autres gens, qui est une sorte de scission de l'écho des savanes. Donc vous avez des scissions de scissions. Hein. Mais voilà, vous avez, après Pilote, en fait, tous ces magazines-là sont vraiment des magazines qui proposent des choses très différentes. Alors pour les adultes, mais par exemple pas toujours sexuelles ou violentes. Hein. Bataille Hurlante, c'est une revue plutôt axée sur la science-fiction. Et pareil, vous aurez cette bande dessinée de Mobius, Arzac, dans laquelle juste cet extraterrestre sur une sorte de mouette de béton survole des espaces comme ça dans des pages muettes et oniriques. Voilà, vous avez des choses très très différentes et qui ont pour volonté de montrer que la bande dessinée n'a pas des frontières réservées aux enfants ou aux gags ou à l'histoire même parfois. Alors Mobius, c'est devenu un classique absolu de la bande dessinée. Plus personne ne considère Mobius comme un auteur alternatif. C'est un modèle de la bande dessinée classique aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un dessinateur de western dans Pilote, de Blueberry, qui décide de prendre un autre nom pour faire une bande dessinée différente. Qui s'appelait Jean Giraud. Il faisait une série classique de western, mais en parallèle, il a créé un avatar pour créer une bande dessinée qui casse les codes. Donc je dis Fuite glaciale, c'est un peu le même principe. Fuite glaciale est une scission de l'écho des savanes, avec d'autres auteurs qui décident, et à chaque fois, ce sont les auteurs qui dirigent le magazine. C'est important aussi dans le comité de rédaction. Et Fuite glaciale est plus axé sur le gag, pour le coup, le gag un peu lourdeau, on dirait, je pense, aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup axé sur le gag pour adultes. Pas uniquement sexuel, mais des gags, voilà. Des gags. C'est plus classique dans la forme, mais avec un public qui est ciblé adulte. Et dans la même période, vous voyez, dans les années 70, hein, vraiment, vous avez eu 72, 75, 78 ici, on a deux grosses vagues d'influence qui viennent des USA. Et tout ça se croise à l'époque, parce que vraiment, pour le coup, autant le Japon était un continent inconnu, une terra incognita, autant je parlais de Goscinny qui était chez Mad avec Kurtzman. D'ailleurs, Kurtzman, il va être publié dans Pilote, puis dans Fuite glaciale. Voilà, il y a des gens qui font des allers-retours aux États-Unis, qui achètent des magazines là-bas. Enfin, alors, pour le coup, il y a vraiment une communication qui existe. Et il y a deux petites choses, enfin pas petites choses, deux grosses choses dans les 70. Hein. Il y a la création du roman graphique. Alors ça va peut-être parler à des gens ici, moi ça m'énerve toujours un peu, mais j'en parlerai. Le roman graphique, c'est Will Eisner, justement, qui, lui... alors vous l'avez ici aussi, hein, Will Eisner, vous avez un titre. Will Eisner, lui, décide, pareil, de créer autre chose que la norme, et les comics. Alors déjà, il n'aime pas le terme comics, parce que comics, ça donne l'impression qu'il fait une BD comique. Mais alors, comics, vous avez des BD pas comiques du tout. Hein. Les BD américaines des années 30, ça s'appelle des comics, alors que c'est des BD horriblement horribles, avec Peter Folin qui perd ses parents, qui se fait enlever. Enfin, ça s'appelle comics. C'est comme ça qu'on appelle la bande dessinée. Donc lui, ça ne lui convient pas. Il crée le graphic novel, le roman graphique, hein, littéralement, en disant voilà, moi, je ne fais pas de la comics, je fais du roman graphique, ma bande dessinée. Justement, elle n'a pas les formats de 20 pages, 25 pages, etc. Elle a pris le temps qu'elle avait besoin. Le temps dont elle avait besoin pour s'étendre. Donc voilà, si c'était 35 pages, 72 ou 120, c'est pareil. Elle a un thème. C'était important pour lui, il fallait que le thème soit aussi un thème qui ne soit pas, entre guillemets, voilà, vulgaire, c'est un thème fort, littéraire. Il y avait une volonté littéraire dans la création du roman graphique, on lui mettait derrière lui, alors avec peut-être un complexe d'infériorité, mais bon, il y avait une volonté d'avoir une amplitude littéraire du thème. Et donc le pacte avec Dieu, c'est quand même un combat, c'est un homme juif qui vit sa vie comme il faut, selon les préceptes juifs, et en fait, tout va mal dans sa vie. Je ne sais plus si sa fille meurt ou si, enfin, bon, vraiment, c'est l'horreur. Rien ne va. Et donc il finit par, sur cette page-là qui est assez connue, à dire à Dieu, on avait fait un pacte, mais en fait, je ne tiens pas ton serment, je vais rompre le pacte avec Dieu. Donc c'est vraiment quelque chose sur les crises de la foi, la judaïté, un gros sujet. Le découpage aussi, on voit qu'il n'y a pas des cases classiques, voilà, il voulait faire un découpage plus éclaté, une narration plus originale. Et donc en fait, aujourd'hui, quand on parle de roman graphique, on parle surtout de gros livres de 200 pages, avec un format plus petit, enfin voilà. Il y a plus cette notion d'ambition narrative, ou de découpage, ou de sujet, enfin voilà. C'est pour dire que le terme a un peu évolué en dehors de ça. Il y a eu un succès marketing qui a largement dépassé son origine, mais en tout cas, le fait de poser comme ça une ambition littéraire, et de sortir du format, c'était important, et ça a eu un gros impact. Quelques années plus tard, en France, vous allez avoir la revue À Suivre, par exemple, qui va publier
ici même de Tardy ou Hugo Pratt, avec Corto Maltese, et le nom de la collection, ce sera Les romans à suivre. Hein, ils considèrent que c'est des bandes dessinées, non, c'est des romans. Voilà. On ne dit pas roman graphique à l'époque, mais ils disent déjà, on sent cette volonté de reprendre des codes littéraires légitimement aussi, hein, c'était pour distinguer le public jeunesse, encore une fois. Mais il y avait vraiment chez Will Eisner une proposition forte, d'autant que Will Eisner était un auteur de comics de super-héros, etc. Hein, donc il avait fait un choix de, en parallèle, faire autre chose. Et ça s'est un peu oublié, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai tendance à... Là, en tant que bibliothécaire aussi, à pas trop aimer le terme roman graphique qui veut tout et rien dire. Dès qu'on a un machin un peu gros, on le met en roman graphique. Et bon, souvent c'est une manière de dire, moi j'ai pas de la BD, j'ai du roman graphique, donc moi ça m'énerve un peu. Voilà. Mais ça, bon. Il reste que ça existait, que c'est quand même une réalité historique sérieuse et argumentée. De l'autre côté, alors là encore une fois, j'ai mis 2004, mais c'est édition française, pour retrouver, c'est pas la date de publication. Hein. Dans les années 70, vous avez aussi tout le courant de l'underground américain, sur la vague de la contre-culture, hein, contre-culture musicale, contre-culture voilà, des mœurs, contre-culture politique. C'est après la guerre du Vietnam, c'est voilà, Crumb, c'est l'auteur qui va faire la Zap Comics, encore un magazine édité par des auteurs, avec tout un tas d'autres auteurs qui se diront underground. Donc underground, c'est ça le terme, cette autre révolution. Underground, ça veut dire souterrain, hein, donc voilà, il se posait en marginalité. Pas si souterrain que ça en réalité, parce que quand Crumb va faire la couverture d'une pochette de Janis Joplin, qui va faire le tour du monde. Mais voilà, on est dans ces liens contre-culturels. Là, on va parler aussi sans problème de la libération sexuelle, de la politique de la guerre, de la drogue aussi beaucoup. Hein. Je vous ai mis à droite les Freaks Brothers, Shelton. Shelton et Crumb, c'est un peu les deux figures de la BD alternative américaine. Bon, Freaks Brothers, c'est que des histoires de drogue. Hein. C'est vraiment 200 pages d'histoires de drogue et de fuite de la police pour de la marijuana. C'est un peu daté aujourd'hui quand on les relit. Mais à l'époque, c'était marqué vraiment. Ça a beaucoup marqué Fukasia quand Foucault et Savane. Et donc là, encore une fois, on voit qu'il n'y a pas une. Là, on peut voir une unité graphique entre eux, mais avec Will Eisner, on n'a pas. Et ce qu'on dit que la BD alternative, finalement, c'est vraiment, aux USA qu'on pense, c'est d'abord une question de sortir par rapport à quelque chose. En fait, tout ce qui ne ressemble pas à la norme générale rentre dans ces catégories-là. Après, là, c'est vrai que eux, comme Eisner, ont une vraie influence. Hein, ils influent vraiment sur les auteurs américains. Et pour le coup, Crumb, bien qu'étant devenu un classique publié chez Taschen, ce qu'on veut, reste un modèle de la BD alternative. Aujourd'hui, quand on fait l'histoire de la bande dessinée, on va dire lui, il est alternatif, alors on va pas dire que lui, c'est alternatif. Ce qui est assez marrant parce que finalement, je pense qu'ils se vendent tous les deux autant dans des galeries. Voilà. C'est des aléas, des mémoires qu'on a après des choses quand on écrit des histoires. Hein. Alors ça, c'est juste une anecdote pour dire, là, on va rentrer très loin, mais que justement l'influence de Crumb en France, typiquement de l'underground, tout court en France, Matt Conture, c'est un grand auteur français, très underground, très torturé pour le coup. Alors le dessin underground, il est souvent très chargé. C'est comme ça qu'on le voit. En vrai, c'est pas un genre, hein, mais du coup, dans les images mentales qu'on a, suite à Crumb, chez Shelton, on a des dessins très chargés, très torturés, etc. Mais moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que le premier livre de ce jeu d'auteur, ça s'appelle Souterrain. Underground de Souterrain. Voilà, c'est une tradition littérale, en fait. Donc c'est quand même intéressant de voir ces choses-là. Et là, c'était vraiment juste pour faire ce lien sémiotique. Au sein des BD alternatives, justement, qui ont eu moins de succès peut-être que Crumb et autres, il y a une revue où on parle moins, justement. C'est assez marrant, les histoires de la bande dessinée, les histoires ont toujours des œillères un peu. Et alors, Charlie Mensuel, typiquement, c'est cette revue, là, c'est une revue vraiment majeure et alternative, plus que les autres, finalement, je pense, parce qu'elle a offert une proposition de publication à l'intérieur beaucoup plus vaste. Elle publiait aussi bien des styles américains anciens que des BD européennes très contemporaines, des BD américaines contemporaines, des BD italiennes, argentines, BD malgaches même, parce qu'ils avaient publié des BD malgaches en 70, parce qu'il y a eu le So BD qui a remis la BD malgache à jour en France en décembre. En fait, il y avait eu 2 BD malgaches publiées en France dans l'histoire, c'était dans Charlie Mensuel. Et Charlie Mensuel, c'est une revue qui est inspirée d'une revue italienne, hein, qui est dirigée par Del Feuilleton puis Wolinski ensuite. Et en fait, il publie énormément de bandes dessinées, des bandes dessinées d'humour, des strips en ancien, des américains, mais aussi des BD très audacieuses, et qui aujourd'hui encore paraissent complètement audacieuses. Là, je vous ai mis un extrait à droite de Alex Barbier. Alex Barbier, c'est un auteur qui a une pratique plastique qui est complètement étonnante. Hein. Il pratique la couleur directe et de la peinture extrêmement vive. Il parle de l'homosexualité, de thèmes extrêmement brutaux aussi, la manière dont il les décrit. Et Barbier, il est décédé dans les années 2010, mais il restait un auteur très reconnu par une certaine scène, mais complètement marginal dans les
vente ou dans les... voilà. De la même manière, dans Charlie Mensuel, on a publié Jean de France et d'ailleurs de Jean Tollet. Alors Jean Tollet, vous le connaissez peut-être pour autre chose que ses bandes dessinées. Et ses premières publications, c'est de la bande dessinée, qui sont en fait une sorte de romans photo journalistiques sur lesquels il dessine. Donc vous voyez là, à gauche, hein. Et ça fait beaucoup penser à l'émission Striptease, si vous l'avez vu, puisqu'il va dans des endroits, dans la campagne, dans des îles reculées, chez des gens un peu... Jean de France et d'ailleurs, c'est des gens un peu paumés, des gens qui ne s'intéressent pas d'habitude. Et il décrit des situations, mais il les met en scène en bande dessinée, il redessine par-dessus les images, on voit l'image du palmier, c'est pas juste une photo, il la recolorite, etc. Et il faisait des albums comme ça, et considéré comme des bandes dessinées, puisqu'il a reçu le prix du meilleur album à Angoulême en 89. Hein, je veux dire, c'est voilà, une alternative reconnue par le milieu, mais quand même en vente assez difficile. Et Jean-François d'ailleurs, c'est une grande influence, et en même temps, très peu de gens ont fait la même chose. Le roman photo, par exemple, qui était une forme proche de la bande dessinée, est resté très oublié pendant très longtemps. Et juste pour vous montrer aussi que, voilà, j'ai mis un extrait de Brescia, parce que c'est pour dire que Charlie Mensuel publiait vraiment les alternatives du monde entier, alors pas du Japon. On a compris que ça restait encore, hein. Mais voilà, avait publié des auteurs argentins, comme Brescia par exemple, très tôt. Et donc c'est vrai qu'on a eu dans Charlie Mensuel une radicalité plus forte que dans les autres propositions, en fait, une diversité vraiment plus vaste, et des auteurs qui ont traversé le temps, mais qui ont moins été réédités, moins relus, et Tollet comme Brescia aussi, à vrai dire, comme Barbier, vont avoir presque 20 ans sans être publiés entre 90 et 2010. Ce sera vraiment des gens qui seront un peu... Alors Tollet ne sera pas oublié parce qu'il aura du succès par ailleurs. Alors j'ai marqué Richard Tollet, excusez-moi, Tollet n'a rien à voir avec la deuxième histoire. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a marqué Tollet, j'ai copié-collé malheureux. Mais par contre, ils vont être republiés dans les années 2000 par des éditeurs créés dans les années 90 qui veulent leur payer de tribut de leur influence. Et pendant très longtemps, on va avoir complètement oublié ces bandes dessinées. Et ça va être un gros marqueur des éditeurs alternatifs des années 2000 d'ailleurs, hein, c'est la réédition du patrimoine, d'un patrimoine méconnu, voire d'un patrimoine d'ailleurs maintenant revendication plus vive. Et justement, parce que je parlais du patrimoine, c'est pour dire que dans les années 70, il y a beaucoup de revues qui existent alternatives, et dont certaines ont marqué d'autres noms, mais il y a eu Anana par exemple, qui était quand même une revue entièrement d'autrices femmes, qui a été publiée par les Humaines Associés de 76-78. Alors c'était très surprenant, Anana, c'est l'équipe de Métal Hurlant en fait, qui avait décidé de publier un magazine entièrement dirigé et entièrement réalisé par des femmes. Il y avait un homme par numéro, c'était l'homme invité, l'homme du mois. Voilà. C'était assez amusant comme... Par contre, ce qui est très étrange avec Ananas, c'est que les thèmes étaient extrêmement bizarres, parce que nous avons le nazisme aujourd'hui, il y en a un sur l'inceste et un autre sur... Enfin, c'est vraiment des thèmes très provoques, qui fait que la revue a été interdite assez vite, en fait. Sur ces thématiques, il y a un numéro sur le BDSM, enfin, bon, c'était vraiment très... Je pense que les thèmes étaient choisis encore par les directeurs de Métal Hurlant, qui n'étaient pas des femmes, en l'occurrence. Et la directrice était la femme du directeur, donc bon, c'était pas non plus idéal partout, mais ça a été l'occasion d'avoir Nicole Clavou, d'avoir Jeanne Puchol, d'avoir des personnes comme ça, des femmes qui ont fait des productions extrêmement intéressantes, il y a 3 ans, alors parce que le festival a été annulé après du Covid, mais je crois que c'était en 2020 ou en 2019, il y a eu très belle expo Nicole Clavou, par exemple, à Angoulême. Genre, c'est incroyable comment on a pu oublier cette personne, elle avait des années 70-80, et puis après elle a disparu. Elle n'a pas du tout disparu, mais elle avait quitté le monde de la bande dessinée, faire des livres pour enfants, d'illustration de livres adultes, parce que la bande dessinée, bon, voilà, c'est un milieu d'hommes, et elle avait été virée petit à petit, quoi. Et alors c'est une BD extraordinaire et très inventive aussi. Et là on voit qu'on est sur la corde raide entre proposer des modèles différents de bande dessinée et en même temps fallait thématiquement choquer pour marquer, etc. et se rompre du public adulte, jeunesse, pardon. Et donc ces BD alternatives, elles étaient entre ces deux eaux souvent. Et dans le même genre, on avait d'autres revues, hein, je vous montre des exemples. Il y a eu beaucoup de revues dans les années 80 aussi. Hein. Donc, Viper, c'est une revue, c'était drogue et bande dessinée. Il fallait toujours avoir Et donc c'était des bandes dessinées extrêmement originales dedans. Hein. Dans Viper, vous avez les premières publications des auteurs qui, dans les années 90, fonderont des maisons d'édition comme l'Association, qui sont des maisons d'édition qui allaient un peu révolutionner le paysage, en tout cas en narratif qu'on allait avoir. Parce que les années 80, en France, en franco-belgie, on va dire, c'est considéré souvent comme une année un peu horrible de la bande dessinée. Toutes les grandes revues dont on parlait meurent. Alors, À Suivre existe, mais À Suivre, je veux une autre ligne plus littéraire. Fluidacial continue, mais là c'est que le gag, du coup, voilà. L'écho des Savanes continue, mais en fait, elle a complètement changé, c'est devenu juste une revue porno soft. Plus du tout de BD intéressantes spécialement dedans. Les autres revues sont mortes. Métal Hurlant vivote, mais pareil, c'est plus du tout
les innovations des origines, c'est devenu une revue un peu SF assez classique avec des BD sur le rock. Voilà, en fait, toutes ces revues sont un peu transformées et se sont affadies. Et celles qui étaient plus originales, comme Piper, Banana, sont mortes très très vite. Charlie Mensuel s'arrête aussi petit à petit. Alors ils fusionnent souvent entre eux. Pilote va s'arrêter dans les années 80. Enfin, voilà, tout un tas de revues s'arrêtent et les éditions qui les portaient, créées par les auteurs, s'arrêtent aussi. Et donc là, c'est le règne de la bande dessinée. Glénat, voilà. Glénat va gagner le marché avec des bandes dessinées historiques notamment, ce qu'on appelle la collection Vécu, enfin, la revue Circus, c'était des bandes dessinées réalistes, d'aventure, historiques, avec de temps en temps des femmes dénudées. En gros, c'était ça la BD des années 80 principalement, aux yeux de l'histoire derrière. Alors en réalité, c'est plus compliqué quand même. Hein. Il y a toujours des innovations, il y a toujours des petits éditeurs qui existent, il y a toujours des auteurs qui essayent des choses, mais c'est vrai que le marché est beaucoup moins libre que 10 ans avant. Il y a beaucoup moins d'opportunités de publication. Parce que les revues meurent, comme je disais, et les revues, à mine de rien, c'est un revenu quand vous publiez dans la revue. Alors quand vous faites juste un album, sans être publié en revue avant, vous n'êtes pas payé pour faire les pages avant, vous êtes payé pour l'album et vous avez des droits éventuellement, mais il faut faire l'album avant, ça prend du temps. Quand vous êtes en revue, vous pouvez publier des pages, publier des essais, tenter des choses, apprendre aussi et progresser, ce qui est beaucoup moins le cas dans les années 80, parce qu'il y a beaucoup moins de supports de publication. Il y a quelques éditeurs comme Futuropolis, que j'ai ici, voilà, qui publient quand même des albums encore dans les années 80. Ils meurent à la fin des années 80. Et Artefact, qui publie, eux, les Freaks Brothers et Shelton dont je parlais, ils publient le mangaka dont je vous ai parlé aussi, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je trouvais ça intéressant. Sous la forme d'un album franco-belge de 48 pages, d'ailleurs, c'est assez bizarre. Et ils publient même l'anagramme d'Hollandais. Voilà. Il y a des éditeurs qui essayent comme ça de publier des choses, mais c'est pas Artefact en 86, ils mettent la clé sous la porte, ils ont fait que four sur four, donc ça ne suffit pas. Et les Futuropolis, ils ont bien fait 15 ans d'édition, ils existent encore au début des années 90, mais ils se font racheter par Gallimard et voilà. La principale production de Futuropolis à la fin, ça reste des romans en lien avec Gallimard où ils illustrent des auteurs du catalogue. En fait. C'est des très très beaux livres, mais on est très loin de l'innovation qu'il y a pu avoir au début des années 80 et à la fin des années 70 chez ces éditeurs-là. Donc évidemment, il y a toujours des fanzines, donc c'est des magazines amateurs, il y a toujours des gens qui font des choses, mais c'est extrêmement marginal. Et on est sur un marché qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. Dans les années 80, vous publiez moins de 300 albums par an de bande dessinée. En tout, aujourd'hui, on est à plus de 5000. Voilà, alors ça veut pas dire que les gens gagnent plus d'argent, mais il y a quand même un lectorat qui est beaucoup plus grand, il y a un marché qui est quand même largement ouvert. Vous savez que les années 80, c'est un peu la victoire de la norme. Hein. C'est la victoire définitive, non, mais qui paraît définitive de la norme. Quand on lit les textes de littérature de l'époque, la littérature sur la bande dessinée de l'époque, c'est vraiment ça, c'est une sorte de désespoir des alternatifs, parce qu'elle essaie de faire autre chose. Et donc, on pourrait croire que c'est fichu, mais heureusement, arrive dans les années quand même, arrive dans les années 90, un renouveau. Voilà. Après 10 ans, un renouveau. Donc voilà, ce qui est amusant, c'est qu'on dit renouveau. Vous avez vu que renouveau, c'est. Quand j'étais jeune, il y avait Mano qui chantait L'avenir est dans mon passé. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. On voit des cycles qui se refont. Et justement, c'est dans les années 90. Alors on dit souvent, il y a l'association, c'est une maison d'édition, l'association, qui a publié Persepolis, notamment, son gros best-seller, qui est là-bas, sur la BD, une autobiographie en Iran, et qui a aussi publié Lewis Trondheim, qui a publié David B., L'Ascension du Haut-Mal, qui est ici, que je vous recommande vraiment, mais je vais en reparler en détail. Donc, et cet éditeur-là, c'est vrai qu'il va y avoir plusieurs gros succès marquants, mais en fait, au début des années 90, vous n'avez pas qu'un seul éditeur qui se crée, vous avez 5 ou 6 éditeurs qui se créent, qui vont décider de faire qui vont avoir 2 lignes principales. La première, c'est qu'il n'y a pas à correspondre à un genre ou des gags ou des machins. On fait la bande dessinée que l'auteur veut faire. Et la deuxième ligne, du coup, qui est un peu liée, c'est que du coup, le format est celui qu'on veut. Voilà, s'il faut faire 20 pages ou 400, on les fait. Alors très souvent, ça va être des livres un peu plus épais, on fait de plus de 100 pages. Voilà. C'est souvent du noir et blanc. Alors là, pour le coup, c'est principalement des raisons économiques. Hein. Tous ne sont pas opposés à la couleur, loin de là, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et quelques petites choses se dessinent quand même dans cette liberté, justement. Alors il y a des choix de gags un peu oniriques, des choses un peu absurdes, mais dans les choses qui se découlent notamment, il y a ça. Il y a une chose qu'on voyait déjà dans les années 80, qui est l'écriture du moi. Hein. C'est quand même la place de l'autobiographie ou de l'intimiste dans les bandes dessinées des années 90, alternatives, est très très forte. Alors c'est un mouvement qu'il y a eu dans la littérature, pas longtemps avant, hein. C'est pas... Enfin, ça existait déjà bien avant d'ailleurs, mais bon, en bande dessinée aussi, vous avez des autobiographies dès le début du XXe siècle. Hein. Mais c'est vrai que ça s'est systématisé, ça a trouvé un public dans les années 90.
J'ai mis deux exemples là, de BD des années début années 80 et tout début années 90. Chez Futuropolis, c'était les derniers albums vraiment, d'auteurs qui étaient un peu pionniers au niveau du grand public de l'écriture du mois. Binet, c'est l'auteur des Vidéochons. Vous n'imaginez pas forcément dans cette présentation, et pourtant l'institution qui paraît dans Flux glacial, c'est un album sur sa vie dans un pensionnat catholique où il raconte en fait vraiment avec un peu d'humour, mais c'est quand même très autobiographique et assez dur parce que sa vie d'enfance dans un milieu catholique, dans un internat catholique. Vous avez en même temps dans Flux glacial quelque chose qui s'appelle Paracuelos, qui est l'histoire de. C'est Carlos Jiménez qui publie La vie sous Franco d'orphelin, et c'est absolument pas drôle, pour le coup, c'est vraiment des histoires dramatiques, et bizarrement c'est dans Flux glacial. Donc, je sais pas pourquoi c'est arrivé là. Mais voilà, il y avait eu des choix quand même. C'était toujours Gottlieb qui dirigeait Flux glacial. En fait, il explique qu'il avait été très touché par ces histoires. Ce qui n'est pas surprenant, Gottlieb étant lui-même un enfant juif qui a été caché et dont les parents sont morts dans les camps. C'est pas surprenant qu'il ait été touché par une histoire d'enfance sous Franco. Mais du coup, il avait décidé de mettre de la place dans Flux glacial pour cette histoire, mais ça n'avait aucun rapport avec l'humour. Donc il y a quand même des espaces de liberté qui existent encore. Mais voilà, l'institution, ça a été. J'aime bien le mettre parce qu'on en parle assez peu dans les histoires de biographie en BD, et pourtant c'est assez pionnier. Quant à Baudouin, lui, vraiment, c'est un auteur qui, dans les années 80, publie sur Futuropolis plusieurs albums, et qui a vraiment marqué cette génération future des années 90, qui va vraiment voir en lui un précurseur, une influence, quelqu'un qui va dessiner sa vie, celle de sa famille, mais aussi raconter avec un dessin au pinceau très libre, et à la fois très beau, Ce qui est bien avec Baudouin, c'est que même des gens qui ne s'intéressent pas spécialement à la bande dessinée sont souvent assez touchés par la beauté du dessin plastique, qui n'est pas une beauté académique, mais qui touche beaucoup. C'est vrai que ces récits, comme c'est des récits de vie assez simples, touchent très facilement tout le monde. Et bien sûr, dans les années 80, c'est aussi aux États-Unis l'apparition de Maus, quand même, qui au début des années 90 paraît en album en France. Et Maus, c'est à la fois l'histoire d'un homme dans les concentrations, sa vie dans les concentrations, mais c'est aussi comment son fils l'interroge et comment la mémoire se transmet et s'écrit en cours. On le voit beaucoup discuter avec son fils de ça, lequel est dessinateur. Et donc Maus, c'est vraiment une BD qui va radicalement bouleverser depuis les années 90. Bien qu'elle ait été dessinée pendant toutes les années 80 dans la revue Spiegelman, c'est vraiment sa publication en album qui va marquer, puisqu'elle va recevoir le prix Pulitzer, ce qui est la première fois pour une bande dessinée d'avoir le prix Pulitzer. Et d'ailleurs, assez ironiquement, en France, elle va être publiée par Flammarion, qui n'est pas un éditeur de bande dessinée. Et longtemps, on dira justement que c'est un peu l'exception qui confirme la règle de la bande dessinée. Il y a des choses qui sont. On entend souvent quand on parle d'ailleurs, quand on écoute la radio, quand on écoute des interviews quand une bande dessinée est vraiment marquante et sort, on entend les gens dire c'est plus qu'une bande dessinée, c'est un livre. C'est toujours un peu énervant. Et donc Maus a vraiment, c'est quand même aussi une chose sur l'écriture du moi qui est importante, même si le moi en l'occurrence c'est son père, il parle aussi de lui à travers la mémoire de la déportation, de la Shoah, etc. C'est vraiment un livre qui va apporter énormément en termes de questionnement. On le voit là en fait. J'ai pris cette page-là parce qu'on voit justement tout d'un coup le dessinateur qui interroge son père au milieu de la page. Enfin, voilà, Maus pour le coup c'est vrai que c'est une BD, c'est un peu tarte à la crème parce que c'est la BD, mais en même temps il faut en fait, ça mérite ce statut. Et donc voilà, au début des années 90, vous avez des tas d'auteurs qui créent des maisons d'édition, qui lancent des livres, et tous ces auteurs ne sortent pas de nulle part, encore une fois. Et ils ont très souvent cette écriture du moi qui est ancrée, alors qui prend des formes différentes. Vous avez trois exemples différents ici. Vous avez David B, donc David B qui fait L'Ascension du haut mal. L'Ascension du haut mal, pour le coup, c'est une BD totalement autobiographique sur son frère et l'épilepsie, en l'occurrence, qui souffre. C'est une BD très dure, mais absolument sublime, qui a beaucoup influencé graphiquement, par ailleurs, Marjane Strapi, ensuite, qui a fait Persepolis. David B, c'est vraiment il y a vraiment une hérédité qui se fait de manière assez évidente. Mais ce que je voulais montrer avec cet album Le Cheval Blême, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne raconte pas sa vie dans cet album-là, il de son frère, il raconte ses rêves. Il décide de raconter ses rêves en BD. Ça avait été très peu fait. Et autant en littérature, pareil, c'était des choses assez courantes, en bande dessinée, ça ne se faisait pas. Alors, quel intérêt d'aller lire un récit de rêve de quelqu'un de 100 pages complètement décousu? Eh bien, oui, mais c'est le premier livre que publie l'association, c'est ça. C'est un récit de rêve en bande dessinée. Donc c'est quand même aussi un acte un peu manifeste. Et l'association, donc c'est le nom de la maison d'édition, l'association c'est un collectif de 8 auteurs qui se réunissent pour créer une maison d'édition. Ego Comics, ici, Ego Comics, vous voyez c'est écrit là, va publier uniquement de la BD autobiographique, jusqu'aux années 90, et c'est un collectif d'auteurs d'Angoulême. En fait, toutes ces maisons d'édition des années 90 sont toutes créées par des auteurs.
on a eu tendance à dire que c'était un peu la nouveauté. Moi, je vous ai montré que dans les années 70, en fait, il y avait déjà eu une vague d'auteurs, éditeurs. Hein, mais c'est vrai que là, ça va être revendiqué, puis les auteurs vont être très présents dans leur catalogue. Enfin, oui, il y aura une vraie volonté d'être vus comme des maisons d'édition d'auteurs. Ça ne veut pas dire que tous les auteurs sont éditeurs, hein, puisque par exemple Julie Doucet, dont je vous ai déjà parlé en image, qui est ici, Julie Doucet, elle, qui va faire des BD autobiographiques, mais aussi raconter ses rêves, et aussi de l'autofiction, et aussi utiliser des fois des choses qui sont pas du tout, voilà, qui a tout mélangé en fait. Hein. Elle raconte des choses qui ont plus ou moins des rapports. Elle s'imagine en homme, elle s'imagine, elle rêve. Et une des images qui marquera des générations qu'on voit beaucoup sortir avec son prix, c'est notamment une sur les menstruations, enfin, une BD marquante sur le sujet, qui encore aujourd'hui surprend tout le monde. Donc voilà. Et elle est publiée par l'association aussi, donc internationale alternative. Ego Comics, je vous en parlais, parce que je trouvais ça intéressant de voir que graphiquement, c'est pas forcément des choses qui vont réinventer tout non plus. Hein. Fabrice No, ici, va raconter sa vie avec un dessin ultra académique, justement, ultra réaliste. Et c'en est encore plus surprenant, parce que c'est extrêmement perturbant, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas de distance. Ça doit lui créer des gros problèmes, puisque les gens qui le dessinent ne sont pas forcément d'accord pour qu'on les voit comme ça, raconter leur vie. Donc après le premier tome, il y a tout un tas de questionnements à ce sujet. C'est assez intéressant. Et voilà, c'est pour dire que c'est pas forcément un dessin plus underground comme celui-là, ou quelque chose, ça peut être, voilà, c'est vraiment le sujet et c'est l'amplitude. Le Cheval Blême, ça doit faire une centaine de pages. Dirty Plot, l'Anciboire de Christ, pardon, la compilation Dirty Plot en fait est de 120. Le journal, il y a 4 volumes, dont le dernier doit faire 400 pages. Ce qui est assez impressionnant, parce qu'en plus c'est un dessin extrêmement précis, c'est quand même assez surprenant. Et donc en fait, l'association, ça va vraiment devenir un peu effacer les autres, mais il y a plein d'autres éditeurs, il y a Six Pieds Sous Terre, les Requins Marteaux, qui sont plus eux dans de l'humour absurde. Voilà, il y a puis des éditeurs qui ressemblent un peu, et donc qui sont un peu invisibilisés par l'association, mais voilà, il y a tout un tas d'éditeurs qui sortent comme ça, et surtout que l'association va avoir un énorme succès en 2000 avec Persepolis. Persepolis, vous avez, je pense, tous entendu parler. Il y a eu le film, etc. derrière. Et Persepolis, le dessin ressemble beaucoup à David B, donc c'est assez intéressant. Ils étaient en même atelier, donc c'est pas surprenant. C'est Marjan Strapi, c'est une émigrée iranienne qui raconte sa vie en Iran quand la révolution islamique a lieu, en fait. Et ça voilà, c'est un succès. Alors les gens sont surpris, hein, c'est pas pourquoi. Voilà, les succès sont parfois c'est très surprenant. Donc elle est un énorme succès. Quelques années plus tard, vous avez un autre énorme succès de la BD alternative avec la BD d'humour absurde Zai Zai Zai. Personne n'avait vu venir non plus. Hein. C'était tiré à 2000 exemplaires au premier tirage et finalement c'est épuisé en une semaine. Il retire. Bon, c'est les mystères des ventes, mais en tout cas Persepolis, ça marque un gap. Ça fait passer un cap dans l'esprit aussi critique, dans beaucoup de choses. On se rend compte que cette bande dessinée peut aussi avoir un succès populaire. C'est vrai qu'elle a un succès populaire intense. Et donc voilà, la bande dessinée alternative, du coup, à cause de ça aussi, devient beaucoup pour beaucoup de gens synonyme de bande dessinée autobiographique, c'est pas forcément le cas. Hein, même s'il y avait beaucoup d'écriture du mois, il y a des histoires de rêves, il y a des histoires des fois d'humour absurde, mais c'est vrai que du coup, il y a une sorte d'image de la BD alternative, elle devient une BD en noir et blanc, 220 pages, autobiographique. Voilà. Et donc on va avoir tout un tas de collections qui vont être créées chez des gros éditeurs de BD, 220 pages autobiographiques en noir et blanc. Hein, voilà. Donc, à tel point que dans les années 2008-2009, le créateur de l'association, donc Souvenu, a créé un livre qui s'appelle Plate-Bande, où il accuse les éditeurs de marcher sur ces plates-bandes, en fait, en reprenant leur avant-garde. Donc c'est assez, voilà, c'est des grands débats, hein, mais encore une fois, c'est digéré d'une telle manière qu'il y a même un éditeur comme Casterman, l'éditeur de Tintin, hein, là on est sur un gros éditeur, qui a publié une revue d'avant-garde, il l'appelle comme ça, la revue Black, le slogan c'est la revue de l'avant-garde soft. C'est quand même assez rigolo, mais ça n'a pas beaucoup marché. Voilà, ça veut dire que c'est digéré, mais en fait, en face, à chaque fois, les alternatives se repositionnent du coup, en faisant des choses plus alternatives ou différentes à nouveau. Je vous ai mis un extrait de Ghost World, à côté qu'une BD américaine qui va être publiée chez l'éditeur alternatif français, avec un énorme succès aussi. Et là, on n'est pas du tout sur l'autobiographie, même si c'est quelque chose de très. Par contre l'aventure, quoi. C'est la vie quotidienne de lycéennes aux États-Unis qui vont atteindre l'âge adulte, quoi, qui vont avoir la fin de leur lycée, et elles s'ennuient dans une ville périphérique, quoi. Et l'auteur, c'est pas une jeune lycéenne, voilà. Et c'est pas autobiographique,
Mais par contre, on est dans ce refus de la bande dessinée spectaculaire, le dessin est assez clinique, cette couleur bleue est vraiment assez... voilà. Et en fait, la bande dessinée est extraordinaire. Moi, vraiment, elle est là-bas, tout à gauche, là, et vraiment, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup de lecteurs dans leur vision de ce que pouvait être la bande dessinée, et ce qu'elle pouvait offrir en termes de surprise, de renversement, avec peu de choses, pourtant. Et donc, pour essayer de proposer d'autres choses, la bande dessinée autographique alternative va plus loin, par exemple, elle est très vite, et c'est assez marrant de le voir aujourd'hui, mais par exemple, dans les années 90, enfin 95, sur un précurseur de la BD alternative, c'est Joe Sacco, qui va faire de la bande dessinée de reportage, comme un journaliste embarqué dans les conflits. Aujourd'hui, la BD de reportage, c'est le plus gros marché, quasiment, de la bande dessinée. La bande dessinée journalistique, la bande dessinée du réel, comme on dit, parce que vous avez vu dans les bibliothèques, vous avez des tas de gens qui racontent... qui font la vulgarisation scientifique, le journalisme en BD. C'est vraiment devenu une part totale du secteur de la bande dessinée. Mais en 95, Joe Sacco, c'est un des premiers à le faire. Et en fait, encore une fois, c'est quelque chose qui va être digéré, aspiré, et qui va finir par trouver un public. Alors Joe Sacco, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une démarche très radicale. Donc il va vraiment dans les conflits, il a des études de journalisme, il va comme un journaliste embarqué. Et donc il y a quand même une précision de l'enquête, un choix de la chose, une dureté aussi de ce qu'elle représentait, parce qu'il est allé en Palestine, mais il est allé aussi à... J'ai plus le nom, je suis désolé, mais c'est dans les Balkans, dans la guerre des Balkans, enfin voilà, il voit des choses qui représentent graphiquement par ailleurs, ce qui crée quand même un effet très, très, très dur. Et de l'autre côté, on a des photographies beaucoup plus anecdotiques finalement qui se créent au fur et à mesure, un peu sur le modèle de Pyongyang, qui est pourtant une BD alternative, qui n'est pas une BD qui s'est pour un succès, où quelqu'un raconte simplement son quotidien. Il a été pour travailler pendant 3 mois à Pyongyang, en Corée du Nord, il raconte comment ça se passe. Et c'est beaucoup plus de l'ordre de l'anecdote dans cette bande dessinée-là. Et ces deux modèles de BD documentaires vont devenir finalement, vont se mixer, faire une nouvelle norme. On va avoir des tonnes de BD, carnet de voyage, de BD, je vous raconte ce que j'ai fait là, machin, voilà. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement banal. Et il y avait une revue qui s'est créée dans les années 2010, qui est excellente par ailleurs, la revue dessinée, qui a été créée par des auteurs, encore une fois, consacrée à la BD de reportage, en alliant de plus en plus désormais des auteurs et des journalistes, des auteurs et des chercheurs, etc. Mais voilà, c'est devenu quelque chose qui aujourd'hui, vraiment la bande dessinée, enfin en bibliothèque, je pense que Lisa pourra confirmer, mais dans le marché de la bande dessinée documentaire, c'est devenu vraiment un secteur majeur, qui a amené un public nouveau aussi, vraiment. Mais c'est quelque chose qui, dans les années 90, était complètement innovateur. Alors une chose qui n'a pas été encore beaucoup reprise, c'est le goût de la contrainte. Le goût de la contrainte, ça, des auteurs se sont mises dans les années 90, pour essayer de sortir du carcan du 48 pages, ils se sont cherchés un autre carcan. Mais à la manière, en fait, de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, se créer des contraintes pour écrire. Je ne sais pas si vous avez l'Oulipo, quand Pérec crée ça, typiquement, je vais faire un roman où sans la lettre E, la disparition, voilà. Et bien, des gens ont essayé de créer ça pour la bande dessinée, c'est devenu Loubapo, voilà. Et ils ont créé des bandes dessinées à contrainte. Donc il y a des bandes dessinées comme Le Cercle Vicieux, c'est un palindrome, c'est les 15 premières pages, sont 15 pages, quoi, et après en fait, il a remis les 15 mêmes pages, mais à l'envers, et ça continue l'histoire. Il y a cette BD-là, Le Dormeur de Trondheim, c'est 100 strips de 3 pages, de 3 cases, avec la même case systématiquement. Il faut que ça marche quand même. Il y a des contraintes diverses. Donc, une des contraintes révolutionnaires des années 2000, c'est d'avoir fait une BD qu'on renverse et qu'on relit. Je ne sais pas si ça vous rappelle la BD de 1903, mais c'est pour vous dire que finalement, il y a des choses qui se redécouvrent. Alors les contraintes, ça peut être des contraintes comme ça, d'ordre vraiment de jeu, donc qui créent des choses vraiment stimulantes, qui parfois créent juste de l'exercice pour l'exercice, comme c'est pas toujours passionnant à lire, qui des fois sont très drôles. Le Dormeur, ça cite très bien, par exemple. Mais Trondheim, Lewis Trondheim, c'est un auteur qui va aussi faire un de ses premiers livres à l'association en 92, c'est Lapino et les carottes de Patagonie. Sa contrainte, c'est qu'il voulait faire un livre de 500 pages pour apprendre à dessiner. Donc là, vous avez la première page et la dernière page. Alors, je vous rassure, ça vous spoil pas tout, parce qu'en fait, l'histoire n'est pas terminée. Il a fait ça 500 pages, et puis voilà, après il a arrêté, il a publié le livre. Et Lapino est devenu ensuite une série, il y a quelques tomes de Lapino là, qui ont été posés, une série d'albums de 48 pages cartonnées couleurs d'ailleurs, c'est marrant, c'est Dargaud, c'est un gros éditeur. Mais voilà, il y a eu cet album de Lapino de 500 pages qui a été publié, qui était inachevé, et donc se dire un éditeur a publié un livre inachevé, dont le dessin change quasiment, enfin
quand même radicalement entre la première et la dernière page. Le dessin est beaucoup plus fin, les décors sont nettement plus travaillés. Enfin voilà, ça a quand même largement changé. Et puis à côté de ça, il y a quand même des offres qui ne sont pas récupérées, qui sont quand même plus radicales. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mieux, que c'est moins bien, c'est juste que c'est pas encore digéré, récupéré accessible à tous. Je vous ai mis quelques exemples, ça peut être une radicalité graphique. Alors ici, je vous ai mis un extrait de Utopia Porcina de Martès Fattori, qui est un super auteur qui a fait toute une série autour des cochons, un monde de cochons comme ça. Et donc cette bande dessinée, c'est une bande dessinée où vous avez quasiment que des images pleine page, mais qui sont des sortes de dépliants touristiques pour ce monde des cochons, dans lequel, voilà, là c'est des autopsies d'humains pour apprendre à faire l'université de médecine, d'autres c'est vraiment que des pages comme ça d'un monde fictif, une sorte où les cochons ont acquis le pouvoir. Voilà. Et à droite, vous avez une page de Henriette Valium, qui est un homme en l'occurrence, c'est un auteur québécois, mais qui est mort récemment. Il faut vous montrer la surcharge graphique jusqu'où ça peut aller. C'est des BD difficilement lisibles, tellement elles sont... Et Henriette Valium, clairement, je doute qu'il soit un jour mainstream. C'est à la fois, Henriette Valium, honnêtement, on a mal à le lire. Moi, je trouvais ça passionnant de le lire, mais c'est pas toujours ça. Vous lisez pas un album d'Henriette Valium, je vais me reposer ce soir, je vais lire 100 pages comme ça. C'est pas possible. Et dans la radicalité, vous avez aussi des radicalités qui sont des réalités plastiques, en fait plus proches de l'art contemporain, du dialogue avec... et ça, c'était notamment des éditeurs des années 90 comme Frémoc, qui sont aussi des collectifs d'auteurs, Frémon et Amok qui fusionnent. Eux se sont un peu spécialisés là-dedans, sous l'influence de Barbier, dont je vous parlais, de sa peinture, là. Eux ont publié des bandes dessinées qui sont quand même souvent d'abord des expériences plastiques, parfois un peu trop, ça des fois il n'y a plus tellement autre chose qu'une promenade ou quelque chose, mais eux, ils vont vraiment faire des connexions avec l'art contemporain, essayer la peinture, et finalement, même la sculpture d'ailleurs dernièrement, ils ont beaucoup travaillé avec sur l'art outsider, avec des peintres d'art brut, des peintres dans des asiles, etc., pour créer des mondes avec eux. Et donc, eux, ils sont dans une radicalité de conceptualisation de la chose qui n'est pas encore aujourd'hui quelque chose qui se diffuse. Même si, quand même, le dessin s'est beaucoup libéré en bande dessinée, et qu'on peut trouver dans des librairies, dans des rayonnages, des choses qui se vendent bien, qui trouvent du succès, des choses avec un dessin plus libre qu'un dessin très classique à Tintin ou à Astérix. Mais c'est vrai que là, on est quand même sur des gens qui sont allés... qui sont des endroits, beaucoup de BD muettes en plus, donc ce qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la BD muette n'est pas plus simple à lire, au contraire, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être très perturbant. Un autre exemple que j'aime beaucoup, juste une BD plus récente, par exemple une BD sur broderie de Aurélie William-Niveau, Isabelle Pralon, voilà, pour vous dire que c'est des choses qui existent, qui sortent encore, aujourd'hui, innovent dans la forme et dans les approches plastiques. La bande dessinée, elle peut être donc, brodée, voilà, plus que dessinée. Et ça rend quand même très joliment, je trouve, plastiquement. Et donc il y a bien une histoire, c'est bien une bande dessinée, finalement assez classique dans le reste de la forme. Non, bah, vous voyez, en fait, là, vous avez un exemple d'original, et à côté, comment c'est dans le livre. En fait, il scanne la page, et puis après, vous avez plusieurs pages brodées, comme ça. Alors, évidemment, il n'y a pas de recto verso. Enfin, si, sur l'album imprimé, mais de toute façon, dans les BD dessinés à l'encre, il y a rarement un recto verso. Donc, c'est brodé sur des pages, comme ça, et puis, vous voyez, après, il faut le scanner, il faut bien... Voilà, ça va être un peu plus embêtant à numériser qu'une planche de BD sur papier, mais ça va faire des plis. Et c'est vrai que ça crée un effet assez dingue. Donc là, voilà, vous aurez compris ce que je vous ai dit sur les frontières et sur les faits. Je vais vous montrer juste quelques exemples, justement, tout au long de ces années-là. Vous avez parlé des romans à suivre. En 90, 95, il y a Colle d'Argot crée une collection romans BD. Alors à l'époque, c'est pas encore roman graphique, vous voyez, mais on tourne beaucoup autour de ça pour essayer de légitimer encore une fois. Je vous montre un album, par exemple, 48 pages, carton des couleurs, de Blush, un auteur alternatif dans les années 2002, parce que là, les éditeurs, dans les années 2000, ont commencé à créer des collections pour ces auteurs nés dans chez les éditeurs alternatifs. On leur offrant des contrats de meilleure qualité aussi, enfin meilleure qualité, mieux payés tout simplement. Et là, en reprenant des gens qui ont un succès d'estime dans la presse critique pour essayer d'avoir, parfois de renouveler leur maison d'édition aussi. C'est l'exemple de Vitesse Moderne chez Art Libre par exemple. Et là, la revue dessinée qui s'est créée en 2013, cette revue de reportage, par exemple d'enquête, qui 20 ans après la bande dessinée de Joe Sacco, va vraiment populariser enfin, c'était déjà populaire, pour qui lance la revue, c'était déjà à la mode depuis quelques années, va vraiment contribuer à cette constitution très forte de bande dessinée. Voilà. Et c'est compliqué parce que qu'est-ce qui est alternatif, qu'est-ce qui n'est pas alternatif, voilà, hein. Il y a des BD chez Roman BD qui n'ont pas trouvé leur public du tout, est-ce qu'ils sont alternatifs, est-ce qu'ils ne sont pas vendus, enfin, vous voyez, c'est compliqué. Paris-Londres de Johannes Farr, un nom très connu, hein. Paris-Londres de Johannes Farr, c'était chez Dargaud, ça ne s'est pas vendu, elle a été rééditée chez l'association,
Est-ce que c'est alternatif parce que c'est un petit éditeur, mais qui est maintenant un gros éditeur finalement? L'association, c'est devenu un éditeur important de la bande dessinée. Voilà, c'est toujours très, très complexe comment on le positionne. Je pense que ce qui compte, c'est la proposition artistique là-dedans, évidemment, comment on se positionne par rapport aux choses qu'il y a en face. Et pour vous dire que les frontières sont vraiment floues, justement, l'association, il y a quelques années, quand Lapino, dont je vous parlais, Lapino et les carottes de Patagonie, là, Trondheim a fait ensuite des Lapino chez Largo, donc un très gros éditeur, un des plus gros éditeurs franco-belges. Et depuis quelques années, 2017, je crois, on publie des nouvelles aventures chez l'association, dans une collection qu'ils ont appelée 48CC, 48 cartons des couleurs. C'est une collection de 48 pages cartons des couleurs, finalement, comme une sorte de blague sur la norme de la BD roman graphique maintenant. Ils ont essayé de créer chez l'éditeur alternatif des collections en format franco-belge classique. Ouais, c'est plus une boutade, hein, mais c'est vous dire quand même que alternatif c'est quoi, ça devient compliqué à savoir quand on le fait comme ça. Alors il reste quand même des choses qu'on ne trouve que chez les alternatifs. Notamment le jeu, on parlait du goût de la contrainte. La contrainte, ça peut être une contrainte, on va se mettre une seule case, on va, je sais pas, inverser la BD, mais ça peut être aussi, voilà, se mettre un format improbable. Là, vous avez un livre qui s'appelle Les Lignes Noires. Les Lignes Noires, c'est un livre, en fait, on peut ouvrir encore le livre, vous avez 3 volets comme ça qui se lisent, on peut lire en parallèle la même histoire à 3 points de vue. Voilà, c'est un livre façonné d'une manière assez étonnante. L'éditeur, Polystyrène, c'est un éditeur qui est spécialisé dans les livres qui sont comme ça, qui sont des livres à déplier, à manipuler, à feuilleter. Vous ne pouvez pas en fait avoir ce livre en PDF, quoi. Vous pouvez le lire sur votre écran, il faut vraiment avoir l'objet papier, le manipuler pour qu'il ait du sens. Comics 2000, c'est pareil, c'est l'association qui a publié ça. Comics 2000, c'est pour l'an 2000, c'est 2000 pages de BD muettes. 400 auteurs du monde entier, format dictionnaire, format Robert. Vous voyez. Ça, les éditeurs alternatifs peuvent faire un truc pareil. Parce que bon, ils l'ont vendu parce que c'est un objet un peu. Voilà, mais ça coûtait. C'était quand même des frais de fabrication un peu élevés. Et là, je vous ai mis un livre récent, c'est assez à la mode ça en ce moment, mais pas à la mode chez les grands éditeurs, mais les Loborello, c'est des livres comme ça qui se déplient, vous voyez, comme une sorte de grand dessin en fait, comme les rouleaux ou des petits pailleux si on veut. Et en fait, ça c'est une bande dessinée des 4 détours de Song Jiang, de Guillaume Trouillard et Alex Chauvel, qui est sorti l'an dernier, façonnée à la main par les éditeurs pour essayer de casser le prix de vente. Ils m'ont expliqué que même avec ça, en fait, quand ils en vendent en librairie, ils perdent de l'argent. Parce que ça coûtait les frais. Je crois que les fabrications coûtent 17 € l'exemplaire. Donc ils le vendent 25, je crois. Donc c'est bon, autant dire que c'est vraiment pour le plaisir que le livre existe. Mais en tout cas, c'est un très très beau récit qui joue avec les codes de la peinture orientale. Mais qui du coup on a épousé aussi la forme du rouleau, etc., enfin du ruban. Et voilà, ça c'est des choses qui sont où le format a un vrai sens sur l'histoire. Et d'ailleurs, certains ont tenté des jeux bande dessinée. J'ai l'exemple là, je parlais de Loubapo, l'association a publié le Scroobable. C'était un Scrabble avec des cases de BD. Vous devez faire un strip quand vous posez un mot en fait. Voilà, c'est une manière de raconter des BD. Toutes les cases doivent pouvoir fonctionner plus ou moins ensemble. Pas toutes parce qu'il faut trouver des bons gags, mais toutes peuvent plus ou moins s'aligner. Et vous avez à côté Pyramide, c'est pareil, c'est un jeu où la bande dessinée est à constituer en posant comme des dominos en fait, l'histoire. Et eux, ils avaient fait une bande dessinée avant, Détective Roll Mops, et ils ont décidé de la faire en ce temps de jeu. Et en fait, ils ont même une version exposition qui ne peut se lire que sur les murs d'exposition, dans des cubes qu'on pose avec les enfants, etc. Donc pour le coup, eux, c'est vrai, c'est public enfant. Par ailleurs, ils n'ont pas considéré que parce que c'était enfant, c'était pas alternatif. Là, on arrive justement depuis peut-être une dizaine d'années avec des propositions de BD alternatives pour enfants, ce qui n'était pas le cas avant, parce que je trouvais que c'est une étape intéressante, parce que ça montre que voilà, c'est pas parce que c'est pas pour enfants que c'est pas pour enfants que c'est pas noble. Enfin, voilà, c'est plutôt chouette. Voilà, la bande dessinée sort complètement de ces cases, sort de ces pages, sort de tous ces formats. Et vous avez aussi toujours les limites de la bande dessinée. Qu'est-ce que c'est la bande dessinée? Je vous parlais des romans photos là, de Jean Telet. Chez Flebele, c'est le nom de l'éditeur. Je pense que je le prononce bien, mais c'est bon, il y a peut-être un L de plus, à vrai dire, je ne sais plus. FLB. Ils se sont spécialisés au fur et à mesure, ils publient des bandes dessinées de tout genre, mais ils se sont spécialisés en romans photos. Et vraiment pour inclure le roman photo, alors là l'image est retouchée, les couleurs machin, mais inclure le roman photo dans la bande dessinée. Ils ont publié un ouvrage gratuit qu'on peut trouver sur leur site qui s'appelle Debout le roman photo, et ils ont déclaré que 2022 serait l'année du roman photo. Alors, bon, je ne sais pas si grand monde les a suivis pour l'instant, mais c'est leur. En fait, il y a eu 2020-21, année de la BD, ils ont voulu faire 2022, année du roman photo pour. On verra si ça. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant qu'ils positionnent ça, et en effet, on a cette offre de roman photo qui commence à exister aussi un peu plus. Qui est une offre très ancienne, c'était des offres pas du tout alternatives, parce que c'était les romans photos dans Salut les copains, dans les années 70, c'était des starlettes de télé et de chansons de pop qui étaient des romans photos sentimentaux, mais voilà, c'est pareil, ça revient,
s'est réinspiré. Et à côté, un exemple, par exemple, de Petit trait de Alex Baladi, qui est de la volonté d'avoir une bande dessinée avec des formes abstraites. Et vous avez tout un livre de bande dessinée abstraite. D'ailleurs, je ne sais pas si on a Internet, parce que j'avais mis un lien, je ne suis pas sûr d'avoir Internet. Parce qu'il y a des exemples extrêmes de propositions, mais je ne suis pas sûr de... Non, on n'a pas Internet. Bon, c'est pas dramatique après, hein, parce que c'est pas... Je vais essayer de voir si j'allais me connecter à Visiteur. Mais il y a des éditeurs comme Adverse. Adverse, c'est vraiment un éditeur qui cherche à jouer avec les limites de la bande dessinée, les limites qu'on peut trouver avec de l'art contemporain, avec l'écrit, la narration graphique. Oh, voilà, tant pis. Et il y a un livre qui s'appelle De tout bois, qui est un livre monstrueux, en fait, avec plus de 50 auteurs qui font toutes des propositions. La bande dessinée, on se demande si c'est vraiment de la bande dessinée ou pas, mais des gens qui jouent avec ces frontières-là. Et c'est vraiment intéressant. Après, évidemment, c'est dans l'alternative de l'alternatif, puisqu'il y a un syndicat d'éditeurs alternatifs, et même au sein d'eux, il est assez marginal. Mais De tout bois, par exemple, c'était un livre très très beau, façonné main, encore une fois, etc. Et des fois, vous avez un peu les deux, hein, donc là, on arrive sur la fin, mais je vous présente l'avant-dernier Grand Prix de la ville d'Angoulême, Chris Ware. Enfin, Chris Ware, je pense. Chris Ware, qui a eu le Grand Prix de la ville d'Angoulême l'année dernière, qui n'avait pas pu le recevoir. Donc, cette année, il y avait une grande expo, etc. Et qui a fait plusieurs ouvrages magnifique. C'est un dessin extrêmement clinique, hein. C'est un peu comme Clove, c'est pas le même dessin, mais c'est un dessin qui se veut très froid d'approche. C'est assez intense. Et il a fait des histoires, petits formats classiques, etc. Mais il a fait un de ses derniers livres, c'était Building Stories. Donc, en fait, en accent, des histoires d'immeubles, de construction. Et en fait, c'est une sorte de boîte que vous ouvriez. Donc la boîte, tout à gauche, là, et dedans vous aviez une sorte de plateau histoire à dérouler, des petites histoires des livres, il y a des formats de livres tous extrêmement différents, ça va du poster au magazine classique, en passant par le plateau de jeu presque, et voilà, et la forme a un sens sur l'histoire quand même, et donc on joue vraiment avec les limites du média, comment il raconte ces choses, mais aussi avec la limite formelle. Donc l'histoire elle va très très loin, hein, vous imaginez bien que ça c'est pas un ouvrage qui est donné, parce que la fabrication est folle, mais il y a des ouvrages de Chris Ware plus accessibles. Et puis en plus, c'est vrai qu'en bibliothèque, Building Story, on a un peu de mal à l'avoir parce qu'il est insupportable. Vous pouvez pas le couvrir, vous pouvez pas le... Enfin, quand vous prêtez Building Stories, vous mettez un antivol sur chaque truc, c'est l'enfer. Donc c'est vrai que c'est rarement celui qu'on trouve en bibliothèque. Sinon, j'ai tendance à vous dire, c'est pas grave, s'ils sont chers, vous l'emportez à la bibliothèque, mais là... Et donc pour finir, le dernier Grand Prix dont je vous ai parlé en ouverture, je vous ai parlé au milieu, Julie Doucet. Hein, Julie Doucet, justement, elle incarne un peu ça. Julie Doucet, c'est intéressant parce que quand elle a eu son Grand Prix, il y a eu pas vraiment une polémique, hein, il y a eu une micro-polémique, parce que enfin, personne ne la connaît, lui, et puis elle a arrêté la BD il y a 20 ans. Julie Doucet, c'est vrai qu'elle avait arrêté la bande dessinée, en disant que c'était un milieu d'hommes et qu'on avait marre et qu'elle voulait faire autre chose, mais elle a arrêté la bande dessinée au début des années 2000. C'est pas exactement vrai, parce qu'en fait, elle a fait ensuite ce livre-là, qui est ce dispo-là, qui s'appelle Le Journal, qui est un journal quotidien, alors, qui est à la limite de la bande dessinée, hein, c'est plutôt un journal intime, hein, mais journal illustré, on va dire, et qui était à la frontière. Et en fait, elle a après fait beaucoup de collages, ou du roman photo. Est-ce que c'est pas de la bande dessinée finalement? Elle a fait de la poésie collée, voilà, elle a fait de l'estampes, du dessin. Et lorsqu'elle a reçu son prix, justement, le festival, il a dit alors, ça fait quoi d'avoir arrêté la BD il y a 20 ans? Et moi, j'ai jamais vraiment arrêté, en fait. On m'a plus mis dans la case bande dessinée, moi j'ai l'impression d'avoir radicalement changé de pratique. Je dessine plus des cases et des choses, mais... Donc normalement, vous devriez bientôt avoir à Argenteuil ce livre, hein, qui est l'anthologie de 400 pages qui est sortie l'année dernière de Julie Doucet, Maxi Plot, et qui... et sans doute la raison pour laquelle elle a eu ce prix, c'est que cette anthologie est parue, donc beaucoup de gens se sont soudain rappelé qu'elle n'avait jamais eu ce prix et que c'était peut-être pas normal. Mais justement, on nous a annoncé lors du salon qu'elle sortait l'année prochaine un Loporello, justement. Donc c'est un extrait ici, donc elle a dit c'est pas vraiment une bande dessinée, mais un peu, parce que il y a des bulles épicées, longues fresques, voilà. Donc il y a une narration graphique, donc elle revient à la narration graphique dessinée quand même. Voilà, donc ça c'est un extrait du Loporello qui s'appelle Time J-Zone, qui sort normalement l'an prochain. Donc vous voyez, voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui jouait avec les frontières dès le début. Et donc finalement, je trouve que cette récompense, bon, c'est une de mes idoles, donc je ne vais pas tarder trop, mais cette récompense est particulièrement méritée aussi pour Julie Doucet, parce qu'elle non seulement elle a influencé les gens, mais elle n'a jamais cessé de s'interroger sur ces frontières. Et finalement, si on a dit qu'elle avait arrêté la bande dessinée, peut-être qu'on avait un peu limité la bande dessinée aussi dans nos esprits à des formes trop précises. Voilà pour moi. Ah bah quand même. Est-ce que vous avez des questions?
Bon, Je vous invite vraiment à feuilleter les livres. Voilà, même je crois que c'était beaucoup trop complet pour qu'il y ait des questions. En fait. J'espère que c'était pas trop assommant. C'était très intéressant. Je sais que ça secouait beaucoup entre différentes références. Alors moi, le PowerPoint, je l'ai transmis à Lisa. J'ai pas de problème si vous voulez avoir le document avec la référence. Demandez à Lisa, vous transmettez. Oui, je peux vous l'envoyer par mail. Il n'y a pas de problème. Je noterai vos contacts si vous voulez. Et puis je rappelle que tous les livres là sont empruntables. Donc si vous voulez les prendre, prenez-les avec vous, allez à la bibliothèque et on vous les mettra sur votre carte une fois là-bas. Et merci pour votre attention et voilà. Et merci beaucoup à Maëlle d'être venue dans Boulet.